Comme je l'ai mentionné, Stéphane Richard, le directeur du développement au Centre de transformation du logement communautaire. Le Centre de transformation du logement communautaire est un organisme sans but lucratif pan-canadien. On n'a pas de bureau physique, donc on est partout. Moi, je suis basé à Halifax. Don, comme elle l'a mentionné, est en Ontario. JF, on a des équipes, on a une grande équipe en Nouvelle-Écosse. On a aussi deux personnes que peut-être que vous connaissez au Nouveau-Brunswick. René Hébert, qui est à Moncton, et Carrie, puis là, j'ai oublié son nom de famille, Carrie, qui est aussi dans la région de Moncton, qui est chargée de projet. Euh, on a une partie de notre équipe qui est à Vancouver, alors au Québec également. On est à peu près une quarantaine d'employés. Et puis, le rôle du centre ou la raison première du centre, ça a été créé en vertu de la stratégie nationale sur le logement en 2018 avec du financement de la SCHL pour vraiment apporter du soutien technique, des ressources pour la transformation et la croissance du secteur du logement communautaire. Et quand on parle, nous, de logement communautaire, c'est vraiment ciblé aux coopératives d'habitation et aux fournisseurs de logements sans but lucratif. Donc, comme pour les résidences, le complexe uni d'habitation, vous faites partie là, du secteur. Et le centre offre des services gratuits, offre des outils. Par exemple, je ne sais pas si vous avez participé l'an dernier à la conférence de l'Association provinciale du Nouveau-Brunswick à Moncton. On avait fait une session sur un outil qui s'appelle la boussole organisationnelle. On a travaillé de concert avec l'association provinciale. Ça nous a permis d'en apprendre plus. Ça a permis aux organisations d'en apprendre plus sur eux et d'obtenir des pistes là, pour faire avancer, pour s'améliorer au niveau de la capacité organisationnelle ou d'autres endroits à focuser. Donc, c'est vraiment le but du centre. Aussi, on est vraiment plus connu, je dirais, parce que en tant que bailleur de fonds, on a des programmes de financement pour la capacité organisationnelle. On ne finance pas les projets en capitaux, par contre. Alors, c'est une des raisons qu'on avance le projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais en ce qui a trait à des programmes ou des projets locaux, régionaux, même nationaux, c'est vraiment notre focus. Donc, je vous invite à visiter notre site web si vous voulez plus d'informations, vous abonner aussi à notre infolette régulièrement là, pour en savoir plus sur nos services et nos programmes. Et le volet développement, donc l'équipe que je dirige, on est vraiment focusé sur développer des nouveaux outils ou des nouvelles solutions innovantes pour, encore une fois, adresser les enjeux principaux qui empêchent présentement les organisations comme les vôtres là, avec vos projets de croissance. Parce qu'on sait que le logement est en demande partout, non seulement dans la région Atlantique, mais partout au Canada. Et puis, on a besoin des organisations fortes pour pouvoir combler ces besoins. Donc, c'est le rôle premier du centre et c'est le rôle de l'équipe de développement au centre pour faire avancer ces projets innovants, les projets structurants, comme l'étude de faisabilité sur les solutions financières au Canada Atlantique. Alors, ça, c'était une longue introduction, mais je voulais vous faire part un peu du rôle du centre. Est-ce que, Alex, vous m'entendez bien? Je ne sais pas si dans le... Ah, voilà. Bonjour, bon matin. Est-ce que vous pouvez prendre juste 30 secondes pour nous dire avec qui vous êtes et dans quelle région vous êtes? Oui, je suis une gestionnaire avec la Fédération des logements coopératifs à Canada. Et moi, je suis à Toronto. Ah, parfait. OK. Excellent. Ben, merci de vous joindre à nous aujourd'hui.
Alors, on va précéder d'abord, avant de commencer dans le vif du sujet. Là, je vais demander à Don ou Jean-François, qui ont le contrôle sur les diapos. Je vais commencer avec une reconnaissance des terres autochtones. Évidemment, le Centre de transformation du logement communautaire croit que nous sommes tous responsables de nous informer au sujet de l'histoire des terres des Premières Nations, où se trouvent nos bureaux et nos domiciles. Les peuples autochtones vivaient dans notre belle région atlantique bien avant l'arrivée des colons et des explorateurs européens. Et nous croyons que euh, le fait de nous informer justement au sujet de l'histoire, on peut y parvenir au moyen de la recherche, de l'apprentissage communautaire, des discussions entre collègues et des conversations avec les organisations autochtones et des dirigeants et dirigeantes communautaires. Moi, comme je l'ai mentionné, je suis basé à Halifax. Je suis originaire de la région de Montréal, mais je suis déménagé en Nouvelle-Écosse il y a plus de 20 ans. Et comme une grande partie de la Nouvelle-Écosse, Halifax est située sur le territoire traditionnel des Premières Nations Mi'kmaq. Et je reconnais évidemment que Mi'kmaqui, qui est le territoire ancestral, traditionnel et non cédé des peuples Mi'kmaq, cette terre est couverte par les traités de paix et d'amitié qui établissent la relation de respect et de coopération entre les Mi'kmaq et les colons de cette terre. Alors, c'est important de reconnaître, mais au fil des années, c'est important de vraiment prendre le temps de s'immerser dans ce contexte-là et non pas de simplement souligner, comme je le faisais lorsque j'étais au gouvernement de la Nouvelle-Écosse avant de me joindre au centre. C'était plus une formalité, mais je pense que c'est important de prendre bien le temps de reconnaître qu'on jouit vraiment d'un espace et on est privilégié de vivre sur les terres en compagnie de nos voisins de Première Nation. Alors, ceci étant dit, l'objectif aujourd'hui est vraiment de partager plus d'informations sur un projet dont je pense qu'il est très intéressant et très important pour la croissance du secteur du logement communautaire. Et vraiment, quand on parle de l'offre de logement, euh, c'est euh, c'est sans équivoque que l'accès aux capitaux est un des enjeux primordiaux qu'il faut s'adresser. Spécifiquement dans la région atlantique, où on a peut-être moins accès à des différentes sources de financement. On dépend beaucoup des gouvernements dans les provinces atlantiques et ça nous nuit, parce qu'il n'y a jamais assez d'argent, puis les programmes sont compliqués. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais vraiment, aujourd'hui, on va vous donner on veut vous donner plus de détails sur ce. Alors, prochaine diapo. Pourquoi on en est venu ici? Pourquoi on a démarré ce projet-là? Il faut se retourner il y a quelques années au Québec, donc le Centre de logement, Centre de transformation du logement communautaire a réalisé, il y a eu quelques rencontres avec les partenaires du secteur au Québec et puis comme partout ailleurs au pays, le Québec vit une crise du logement. En 2021, on n'était que 25 des ménages locataires au Québec vivaient dans des logements inabordables, donc le concept Core Housing Need. On avait noté à cette époque-là qu'on aurait besoin d'ici 2030 de 620 000 nouvelles unités pour combler les besoins. Évidemment, des unités qui sont disponibles à un prix que les locataires peuvent payer. Donc, il y a eu des tables rondes, des discussions lancées en 2022 et de ces discussions-là a été créé un modèle qui a été appelé Plancher, qui est un modèle de financement innovant qui vraiment est basé sur le concept de créer un levier en combinant les actifs que possèdent les organisations sans but lucratif, les fournisseurs de logements, pour libérer les capitaux dormants, donc l'équité dormante dans ces immeubles-là, et faire un effet levier
avec l'équité dormante et je vais vous présenter un petit peu plus de détails à ce sujet-là. Mais c'est un modèle qui n'existe pas ailleurs et qui a le potentiel justement de combler plusieurs des défis qui ont été notés, notamment au Québec, là, en ce qui a trait à l'accès aux capitaux. Étant donné le succès du développement et de la démarche au Québec, il y a eu des conversations dans les provinces atlantiques avec certains partenaires et il y a beaucoup d'intérêt pour étudier l'initiative Plancher et déterminer si cette initiative-là pourrait être implantée dans un contexte du Canada atlantique ou, contrairement au Québec, on a plusieurs petites organisations, petits fournisseurs de logements. On a beaucoup moins de logements, même si on prend les 4 provinces atlantiques et on combine nos actifs, c'est quand même, on parle pas du même volume qu'au Québec. Alors, on s'est penché sur la question et on a reçu du financement d'un des fonds que le Centre gère pour la SCHL pour justement étudier non seulement Plancher, mais d'autres modèles de financement innovants qui pourraient justement aider des fournisseurs comme vous dans la démarche. Alors, c'est la raison pour laquelle, et Alain, précédemment, tu mentionnais que vous êtes en recherche là, de financement et on comprend que cette période-là ou cette phase-là est vraiment difficile actuellement. Alors, la démarche qu'on a aujourd'hui ou qu'on lance, c'est vraiment pour explorer ces différents aspects de financement pour vous aider que ce soit beaucoup plus facile à l'avenir. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on lance cette démarche-là. On va pouvoir vous faire suivre cette présentation par la suite, mais c'est ce que vous voyez ici. C'est sensiblement, ça ne surprendra pas personne, j'imagine. Il y a une pénurie de logements, que ce soit à Saint-Quentin, à Bathurst, à Rogerville, à Edmundston ou à Saint-Jean. On manque de logements. Aussi, on a de la difficulté en termes de capacité. Il y a beaucoup d'organisations qui font de l'excellent travail, mais la plupart des organisations focusent leur énergie et le peu de ressources qu'ils ont à maintenir leurs édifices, faire des réparations, les relations avec leurs locataires. Quand vient le temps de développer du nouveau logement ou faire de l'acquisition d'immeubles qui existent déjà, encore là, les sources de financement, les programmes gouvernementaux vraiment difficiles, le capital stack qu'on appelle, d'identifier toutes les sources de financement pour mener à bien votre projet, ça, c'est vraiment complexe et vraiment difficile. Il y a aussi l'aspect que dans les provinces atlantiques, on vit des défis que peut-être ailleurs ne vivent pas, et principalement la mise à l'échelle qui est difficile en raison de la dépendance aux subventions gouvernementales, comme je venais de le mentionner. Alors, prochaine. Il y a 4 projets, il y a 4 objectifs principaux par rapport au projet actuel. Le premier, c'est d'évaluer les connaissances. Vraiment, on parle de capacité. Est-ce que nos organisations en Atlantique ont la capacité en ce moment, ont le personnel, ont un conseil d'administration qui est capable de comprendre et d'accepter le risque inhérent à des projets de développement ou à des projets d'acquisition d'immeubles existants. Est-ce qu'on a ce qu'il faut, évidemment, pour soutenir la croissance? Et tirer parti des modèles de financement là, comme Plancher ou comme des bons communautaires. Donc, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, évidemment, c'est d'évaluer la préparation du marché avec les partenaires financiers. Donc, les banques, les caisses populaires ou les fondations, est-ce qu'ils sont au courant de la capacité actuelle dans le secteur? Est-ce qu'ils ont des produits qui sont adaptés à la région atlantique pour faire avancer des projets de logement abordables? Le troisième objectif, c'est d'explorer des moyens d'attirer des investissements grâce à l'équité dormante dans les actifs collectifs. Donc, ça, c'est le modèle Plancher que je vais vous décrire un peu plus tard. Et finalement, donc,
si la réponse à l'objectif 3 est oui, on est capable, et il y a un désir de travailler ensemble pour justement faire combiner ou joindre nos actifs collectifs pour libérer l'équité dormante. À ce moment-là, est-ce qu'un modèle comme plancher pourrait fonctionner dans la région ici? Alors ça, c'est vraiment les 4 objectifs principaux du projet qu'on vient de lancer. La prochaine étape. Pour réaliser ces objectifs-là, il y a évidemment plusieurs activités, plusieurs livrables également. On va commencer avec une analyse du marché. Et vous allez voir à la fin, je vais vous faire une petite demande et ma demande, qui est quand même assez simple, va être de vous demander de remplir un sondage qui va nous permettre de mieux connaître votre organisation et aussi les organisations participantes partout dans la région atlantique. Alors, c'est l'analyse du marché, l'analyse pour être certain d'évaluer l'utilisation des mécanismes de financement et de subvention actuellement qui est utilisé par le secteur. Vraiment important de bien comprendre quels sont les enjeux actuels pour déterminer les pistes de solutions. Il va y avoir des ateliers par la suite de conception pour justement regarder là, les solutions possibles. Il va y avoir une étude de faisabilité où on va comparer différents modèles, que ce soit le modèle plancher, que ce soit les bons communautaires, que ce soit d'autres modèles, que ce soit ailleurs au Canada ou des modèles existants partout dans le monde. On va regarder ça, on va analyser et on va faire un tableau comparatif pour voir qu'est-ce qui serait le mieux adapté pour les besoins dans notre région. Et finalement, ce qui est à la base, je pense, c'est le plus important aspect de cette démarche, c'est vraiment notre engagement avec vous. C'est vraiment de bien comprendre, d'être certain que vous êtes au courant de ce qui se passe, mais aussi que vous participiez parce qu'en bout de ligne, on veut développer une ou des solutions qui sont vraiment adaptées à vos besoins. Donc, comprendre vos besoins est absolument essentiel dans cette démarche-là. Prochaine slide. Vous aurez l'occasion, je vais essayer de passer à travers les diapos, là, puis après ça, on va avoir une chance pour vos questions. Quand on parle de modèles de financement innovants, il existe de nombreuses façons, évidemment, de financer des projets de construction, des projets d'acquisition, de réaménagement, rénovation. Comme je l'ai mentionné, la plupart du temps, je suis pas mal convaincu. J'ai passé presque 15 ans avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 10 ans dans le logement, où j'étais responsable des programmes de financement de logement abordable pour la province de Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, je suis presque certain que c'est la même chose au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard et à Terre-Neuve. La grande majorité de nos organisations, en fait, je ne connais pas une organisation sans but lucratif qui a été capable de financer leur projet au privé sans l'aide des gouvernements. Alors, on est tous dans le secteur, on est tous à la merci des gouvernements. Il y a certaines organisations qui ont eu peu de succès avec des campagnes de financement dans la communauté, mais c'est plutôt rare et quand on parle de projets de construction, on sait que les coûts sont tellement élevés qu'une campagne communautaire, ça peut aider certainement, mais ce n'est pas ça qui va nous aider à financer. Et l'autre problème, c'est on met tellement d'efforts pour financer un projet à la fois que c'est impossible de penser à une échelle où il y a un pipeline ou plusieurs projets qu'on peut prévoir au cours des 5-10 prochaines années qui vont nous permettre de bâtir des équipes solides pour faire avancer plusieurs projets simultanément. Alors, c'est un peu ça qu'on voit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des modèles de financement ailleurs qui existent qui pourraient changer ça, qui pourraient nous permettre de ne pas dépendre complètement des gouvernements. Je veux faire attention parce que je ne veux certainement pas dire qu'on n'a plus besoin des gouvernements pour
pour soutenir le logement abordable. Ça, c'est essentiel que les gouvernements fassent partie de la solution. Par contre, il y a des modèles de financement où on pense que nos organisations communautaires pourraient agir de façon plus autonome et le gouvernement pourrait être un partenaire avec ces projets-là et non pas dépendre et attendre que les gouvernements offrent des programmes qui sont adaptés à nos besoins et ainsi de suite. Il y a trois programmes, il y a trois modèles, par contre, qu'on veut explorer, en particulier les obligations communautaires, le modèle plancher dont je vous ai parlé. Et il y a deux modèles à l'international que notre équipe d'analystes et d'experts sont en train d'analyser pour le contexte du Canada Atlantique. Un qui s'appelle More Homes en Grande-Bretagne et l'autre qui s'appelle Housing Australia. Je vais voir avec le temps là, si je peux vous présenter un petit peu plus de détails sur ces modèles-là. Prochaine diapo. Alors, rapidement, je vais assumer que vous êtes tous familiers avec le processus de développement de logement communautaire. Si vous ne l'êtes pas, c'est bien correct. Cette diapo ici fait la description. Évidemment, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point c'est compliqué, puis ça prend du temps, puis ça prend beaucoup d'argent pour mener un projet de développement de logement communautaire du début jusqu'à la fin. De l'exploration de l'idée jusqu'à l'occupation des logements. C'est un très, très long processus. C'est un processus où il faut de l'argent au début pour faire l'examen des sites, pour la création des proformas, pour l'achat de sites, faire l'étude de faisabilité, les études de marché, tout ça, et la conception, la construction, évidemment. Et on a besoin de financement à chacune de ces étapes-là. Alors, tout dépendant au Nouveau-Brunswick, je sais que vous avez déjà des programmes. Il y a la SCHL qui ont le programme de démarrage ou seed funding, j'ai oublié le terme en français. Il y a Housing, j'oublie le nom, le Housing Hub, je pense, qui offre certains services pour aider les organismes avec des projets. Donc, il y a plusieurs ressources, mais ces ressources-là combinées ne comptent quand même pas tous les besoins pour mener à terme le processus du développement de logements communautaires. Alors, ça, c'est vraiment pour vous démontrer. Vous connaissez sûrement ce processus-là en détail, là, mais on voulait juste vous le mentionner. Alors, prochaine diapo. Donc là, on entre dans les trois modèles que nous, on regarde en particulier. Je tiens à mentionner que ce ne sont pas les seuls trois modèles qu'on regarde, mais on sait qu'il y a beaucoup d'intérêt. Au Nouveau-Brunswick, vous êtes sans doute familier avec Kaleidoskop, qui est un organisme basé au Nouveau-Brunswick qui aide avec le financement, plein financement de projets. Alors ça, c'est un modèle qui fonctionne assez bien. J'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne les connais pas vraiment beaucoup. J'ai rencontré les gens de Kaleidoskop à quelques reprises. Il y a un organisme qui s'appelle Tapestry. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisation Tapestry, mais ils ont travaillé avec plusieurs organisations. Indwell, entre autres, vous pouvez voir en bas de la diapo ici, qui est un organisme basé à Hamilton, en Ontario. Et qui a réussi à générer 5,6 millions grâce à leurs obligations communautaires. Ils ont réussi à attirer 85 investisseurs, dont 2 investisseurs institutionnels, et Tapestry, qui est l'organisme qui les a aidés avec la campagne, a vraiment apporté beaucoup de soutien à Indwell. Alors, la façon que ça fonctionne, si vous êtes familier avec les bons d'obligations du Canada ou les marchés financiers, vraiment, c'est l'organisation communautaire qui émet un bon. Et puis, avec les investisseurs qui achètent les bons, il y a de l'argent qui est ramassé. Cet argent-là finance le projet. Et puis, évidemment, l'organisation, sur une période de temps déterminée,
est en mesure de repayer les investisseurs avec intérêt. Et puis, les investisseurs, évidemment, potentiellement peuvent réinvestir leurs capitaux dans d'autres projets qui sont financés par les bons investisseurs. Alors, c'est un modèle qui peut fonctionner, mais ça fonctionne, ça c'est mon avis personnel, on est en train de faire l'évaluation de ça, mais ça fonctionne très bien dans des régions où il y a beaucoup d'investisseurs. Des plus petites régions, merci pour cette nouvelle diapo. Donc, au niveau des avantages et des défis, au niveau des défis, il y a des coûts de démarrage qui sont élevés pour des campagnes. Ça coûte de l'argent pour réussir à compléter des campagnes comme ça, pour du marketing. Et évidemment, le principal avec intérêt est remboursé. Et on sait que des projets de construction, des projets d'immobilier, ça peut être très risqué aussi. Fait qu'il y a ce risque-là. Mais évidemment, il y a des avantages comme le financement qui peut potentiellement être plus rentable. Alors ça, c'est un modèle. Le prochain modèle qui est le modèle plancher, comme je l'ai mentionné, c'est le modèle qui repose sur la collatéralité combinée. Le terme, je ne suis pas certain en français si c'est collateralization des immeubles, mais c'est effectivement un modèle où les fournisseurs de logements communautaires participent ensemble et libèrent, mettent l'équité qui existe dans leurs immeubles en garantie. Avec cette garantie-là, le fonds plancher, qui est un gestionnaire de fonds, transige avec une institution financière pour libérer une marge de crédit ou une ligne de crédit qui permet aux fournisseurs de logements, aux organisations, de pouvoir emprunter directement du fonds plancher pour financer leur projet jusqu'à 100 %. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que les organismes participants ne sont pas obligés d'emprunter pour faire des projets, mais le simple fait de participer pourrait leur donner un rendement de 1 % sur la valeur de leurs actifs. Alors, par exemple, si l'ensemble de vos immeubles a une valeur de 5 millions en équité qui pourrait être utilisée pour investir, 1 % du 5 millions pourrait vous revenir en revenu pour le simple fait de participer dans ce modèle-là. Alors, c'est un modèle qui potentiellement pourrait être une source de revenus très importante, en plus de libérer des fonds pour soutenir des projets. Oui, Alain? Oui, j'aurais une question. Est-ce que ça veut dire que l'organisme qui a mettons, qui a une bâtisse, puis que la bâtisse, je ne sais pas moi, est pas mal payée ou qu'elle est toute payée, il faut qu'il donne la bâtisse en garantie? C'est tout ça l'idée de ça? C'est une garantie d'une bâtisse? Exactement. Comme si cet organisme-là pourrait aller à la banque et obtenir un prêt sur l'équité qui est disponible. Oui. Dans ce modèle-là, l'organisme dit, moi, je consens mon équité à un fonds communautaire qui s'appelle Plancher dans le Québec, mais qui pourrait s'appeler n'importe quoi. Et cet engagement-là leur permet pas de pouvoir emprunter individuellement. Donc, c'est vraiment un modèle collectif, là, mais par contre, en retour, ils peuvent emprunter parce qu'ils font partie du fonds plancher. Donc, ils peuvent emprunter. Et puis là, il y a plus de détails, évidemment, là, concernant le modèle, mais les prêts sont à un taux très, très avantageux, plus bas que le secteur privé parce que c'est un mélange d'investisseurs privés et d'investisseurs communautaires, si on veut, ou d'investisseurs sociaux. Donc, c'est les organismes participants avec leurs immeubles, donc mettent en garantie leurs immeubles. On débloque l'équité, on permet à Plancher de faire un effet de levier avec cette équité-là pour prêter à d'autres organismes ou à ce même organisme-là. Et puis, en échange, il y a un revenu qui rentre
qui est basé vraiment sur le remboursement des prêts. Donc, il y a un 1% qui est chargé. OK. Parce que, mettons, l'organisme qui donne une équité en garantie, ben lui, il prend le risque parce qu'il y a un prêt qui est fait, donc l'institution financière doit analyser tout ça. Des fois, l'institution financière va demander des garanties supplémentaires. Des fois, il demande des cautions des administrateurs. Je sais qu'on a eu des situations dans certaines communautés qu'il y a eu un blocage à ce niveau-là, là, au niveau des garanties demandées. Donc, puis là, comment se rembourse là, le prêt? Là, c'est-tu à partir du fonds communautaire qui rembourse les intérêts chaque mois ou je ne sais pas, comme ou les paiements? Ou... Oui, c'est l'emprunteur qui rembourse, mais évidemment que l'enjeu de risque là, est très, très, très important dans ce modèle-là. Et c'est ça. Puis, à un moment donné, on va pouvoir présenter comme le modèle en détail, mais essentiellement, éliminer tout risque. C'est là qu'on est en discussion avec, par exemple, au Québec, avec la Société d'habitation du Québec. Aussi, on a des démarches avec la SCHL pour avoir des garanties de prêt. Donc, pour la banque, essentiellement, parce qu'il n'y a aucune façon que nous, on accepterait qu'il y ait un immeuble participant qui soit à risque d'être tandis qu'individuellement, c'est là que le risque est énorme parce que c'est un vrai risque. Et comme vous l'avez mentionné, les institutions financières demandent beaucoup. Et il y a même des institutions financières, même si vous avez l'équité puis la valeur qui est établie, il y a un risque réputationnel de vous prêter. Fait qu'il y a certaines banques qui vont dire, par exemple, nous, on ne prête pas en bas de 5 millions, puis, mais aussi, si vous êtes un organisme à but non lucratif, ça nous prend un cautionnement de quelque sorte. Mais même à ça, ils ne veulent pas prêter parce qu'il y a un risque. S'ils foreclose sur le projet, puis votre organisation, puis là, il y a du logement abordable qui est perdu, c'est pas une belle publicité. C'est ça. Parce qu'il y a eu un projet un petit peu avant la pandémie là, à Richibouctou, là, Coop Quartier, que ça s'appelait. Okay. Ils ont essayé de bâtir un immeuble de 20 unités, je crois. Puis ça a tombé à l'eau jusqu'à ça arriver au financement. Puis question que l'institution financière demandait trop. Il y avait trop d'exigences. Il y avait quand même des investisseurs, mais il y avait trop d'exigences. Puis le projet a tombé à l'eau, malheureusement. C'est plate, mais c'est juste, on essaie de trouver des expériences à succès, là, nous autres, dans notre région, mais on trouve plus des expériences qui n'ont pas eu de succès. Parce qu'il y a eu un blocage. C'est pour ça que le fonds plancher, je trouve, c'est risqué. Et je ne sais pas comment ça va se faire, que les gens vont embarquer là-dedans, ou je ne sais pas comment ça a réussi au Québec, mais c'est risqué pour un organisme communautaire de donner une bâtisse sans garantie. Parce que l'institution financière demande beaucoup de choses, là, puis en même temps, il faut que ça soit remboursé. Oui, mais dans ce modèle-là, puis on pourra avoir une conversation plus en détail là-dessus, mais le fonds plancher est le seul à négocier avec l'institution financière et l'emprunteur, ça pourrait être le fournisseur de logement, leur demande de financement passe par plancher. Alors oui, il y a du underwriting par l'institution financière, tout ça, mais plancher est comme le promoteur. C'est comme le promoteur. Et plancher est redevable et s'assure que tous les participants, tous les immeubles participants, il y a zéro risque pour ces gens-là. Et ça, c'est fait par plusieurs mécanismes, incluant une garantie de prêt, finalement, par un palier de gouvernement qui fait en sorte que s'il y a un projet qui ne fonctionne pas, ça ne met pas à risque là, tout le modèle. C'est un des points essentiels de ce fonds-là. C'est sûr qu'avec une garantie de prêt du gouvernement, l'institution financière va être ouverte à financer. C'est certain. Comme c'est le cas dans 95% des hypothèques privées au Canada. C'est la CHL qui garantit ça. C'est pour ça qu'on a un système bancaire très, très solide au Canada parce que le gouvernement évidemment, protège les hypothèques et protège les institutions financières. Je vais passer rapidement par-dessus cette diapo-là pour aller aux deux autres modèles qui sont les modèles internationaux qui
qu'on est en train de regarder. Don, si tu peux peut-être avancer la prochaine. Donc, il y a More Homes et Housing Australia. Le modèle de financement More Homes est une approche innovante qui offre aux fournisseurs de logements sociaux un accès à des financements abordables et à long terme. Alors, ce que More Homes fait, il regroupe les besoins de financement de plusieurs fournisseurs de logements et lève des capitaux par l'émission d'obligations sur les marchés financiers. Donc, c'est un petit peu hybride entre comme Plancher puis Tapestry, le modèle d'obligation communautaire, sauf que c'est vraiment More Homes qui prend ça en charge et un mécanisme pour permettre aux fournisseurs de logement d'accéder des fonds relativement rapidement lorsqu'ils en ont besoin et vraiment personnaliser les conditions pour répondre aux exigences spécifiques de leur projet. J'aurais dû commencer en disant que je ne suis pas un expert de ces deux modèles-là. Un de nos consultants qui est anglophone seulement vraiment connaît les deux modèles et c'est lui qui les a apportés. Alors, ce que je vous dis, c'est ma connaissance superficielle de ces deux modèles-là, mais si vous avez des questions précises, on pourra faire le suivi par la suite, bien évidemment. Et puis, du côté du modèle de l'Australie, c'est que et ça me fait penser un peu au Canada, on a le Housing Investment Corporation, HIC, mais en Australie, le National Housing Finance and Investment Corporation, qui a été renommé Housing Australia l'année passée, je pense. Eux, vraiment, leur modèle, c'est de fournir des prêts à long terme à un faible coût aux fournisseurs de logements qui, évidemment, peut faciliter le financement de projets. Ils regroupent les demandes de financement et, comme un peu au Royaume-Uni, ils émettent des obligations à grande échelle sur les marchés financiers, qui peut réduire les coûts d'emprunt, évidemment, grâce à ces économies d'échelle. Et c'est là un peu le problème si on regarde les avantages et les inconvénients. C'est que ça prend quand même une échelle de projet. Et dans une région un peu plus petite, comme le Nouveau-Brunswick, comme la Nouvelle-Écosse, PEI, c'est quasiment impossible d'imaginer avoir assez d'échelle pour pouvoir profiter de ces modèles-là. Pour émettre des bons d'obligation, il faut avoir des dizaines de milliers de dollars, là, comme au Canada, HIC. Je pense que leur minimum, c'est 50 millions en valeur de projet. Fait que si tu as un projet de 5 millions, tu peux faire appel à un modèle comme ça ou à HIC au Canada, mais il va falloir attendre qu'eux identifient 10 autres projets de 5 millions avant même de faire fonctionner. Alors, ça peut poser des délais. Prochaine diapo. En fait, on va passer à l'autre. OK, maintenant, un petit peu plus interactif. Là, je regarde l'heure, alors je vais essayer d'être un petit peu plus vite, mais sur ce que je viens de vous présenter, encore une fois, vraiment haut niveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne avec vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez intéressant ou que vous dites, ou peut-être même juste sur la question de ça prend d'autres modèles de financement chez nous pour pouvoir faire avancer nos projets. J'aurais peut-être une idée à vous présenter. C'est à cause, quand j'ai été voir dans votre site, le centre, oui, j'ai vu qu'il y avait eu un projet au Yukon qui s'appelait une fiducie foncière, que le gouvernement avait donné des terrains pour du logement abordable. C'était à pérennité, c'était à vie, là, comme les coûts étaient vraiment abordables. Et oui, on appelle ça une fiducie foncière. C'est que nous autres, la Chambre de commerce, on veut faire un petit projet d'étude de modèle d'affaires dans lequel on va étudier différents modèles. Ça pourrait être la fiducie foncière, la coopérative d'habitation, qui pourrait être une organisation dans le milieu là, pour faire le développement au niveau communautaire abordable. Et le modèle de fiducie foncière, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai lu ça sur votre site parce que ça disait les projets qui ont été réalisés par votre centre. Puis, je ne sais pas si ça peut faire partie d'un modèle pour l'Atlantique. Je trouvais ce qui a été fait au Yukon, c'était vraiment bon là, comme
comme projet. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, le gouvernement, c'est sûr qu'il y avait des terres, là, sûrement, qui ont pu donner là, des terres publiques. Donc, le gouvernement a été un gros joueur là-dedans. Mais c'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, il y a des terres publiques aussi. Donc, je me disais, ben, peut-être qu'au Nouveau-Brunswick, ce modèle-là peut peut-être être développé ou ailleurs en Atlantique. Ça fait que je voulais juste vous faire part de ce que j'avais trouvé sur votre site. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ben oui, absolument. Puis, c'est ça, les fiducies foncières, on en a particulièrement pour les communautés noires de la Nouvelle-Écosse. Il y a beaucoup de projets dernièrement, juste parce qu'il y a des enjeux de titres de propriété. Alors, il y a beaucoup d'échanges comme ça. Par contre, c'est que même si les gouvernements, puis on encourage les gouvernements justement à disposer de certains terrains et remettre ça entre les mains de la communauté, que ce soit par l'entremise de fiducies foncières ou des organisations comme les organisations sans but lucratif et tout ça. Mais pour le développement comme tel, ça prend quand même du financement. Un coup, on a le terrain, soit qu'on le protège à long terme, ça c'est parfait. Mais si on a l'intention de le développer, là, on a le même enjeu. Fait que nous, c'est là-dessus qu'on se base en ce moment. Jacques et Jérôme, j'aimerais peut-être juste vous entendre sur juste ce qui vous passe par l'esprit là, en écoutant. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu nous proposes, Stéphane. Entre autres, c'est que ça tombe bien. Ces derniers temps, là, on travaille, euh, par exemple, le crowdfunding immobilier. On commence à étudier ça, les fonds rotatifs, l'infrastructure verte, parce que on voyait que en Nouvelle-Écosse, vous avez un fonds d'infrastructure, financement vert pour les provinces atlantiques, Efficiency Nova Scotia. Puis ça a l'air vraiment intéressant aussi. Ça fait que vous rentrez vraiment là, quand on commence à regarder ces choses-là, puis là, vous apporte d'autres éléments qui sont vraiment intéressants, là. Moi, ça me sonne vraiment le fun. Ça fait seulement 3 mois que je suis là parce que euh, notre organisation, notre corporation commence à grossir, là. Ben, on fait pas mal de recherches, puis vous tombez pile. Parfait. Ben, je vais vous mettre, merci. Puis je vous mettrai en contact aussi. Vous seriez peut-être intéressé à parler à notre équipe d'accompagnateurs régionaux en énergie, si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un service d'accompagnement, de services conseils gratuits. Tu pourrais nous conseiller pour la question de la biomasse? Toutes vos réponses, toutes vos questions en ce qui a trait là, à l'énergie, l'environnement et tout ça, on fait. Notre partenaire en Atlantique, c'est Clean Foundation. OK. Et puis, je pourrais vous mettre en contact par la suite. Je fais le suivi avec vous. Là, si ça vous intéresse, là, pour vous mettre en contact. Là, ce que j'ai entendu aussi tantôt, c'est que tu vas nous faire parvenir les diapositives. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations, évidemment. Là, fait que je sais que là, vous voyez ça pour la première fois. C'est un petit peu difficile à suivre ou il y a beaucoup d'informations. Fait qu'on va vous faire le suivi. Parce que j'apprécie parce que je vais remettre aussi à notre dirigeant principal. Fait que ça lui permettra de se mettre dans le portrait aussi. Parfait. Excellent. Jérôme, est-ce que vous avez soit des questions ou peut-être des commentaires? Commentaire, je vois que vous avez plusieurs idées à explorer. Puis de notre côté, ben, on est vraiment au départ dans ce projet-là. On est juste à l'étape qu'on a l'intention, on a le désir de regarder à construire un nouveau bâtiment, mais on n'a aucune connaissance où commencer. On aurait besoin d'un consultant pour nous mettre nous démarrer ça, nous conseiller, puis aller nous chercher du financement. On a vraiment un gros manque de connaissances là, pour mener ça à terme. OK. Merci. Excuse, une autre chose. Oui, il y a des pistes pour aller chercher du financement pour la construction, mais qu'est-ce qui arrive rendu à l'étape d'opération?
disons que c'est construit dans 5 ans, le gouvernement va-tu encore subventionner une partie du loyer à ce moment-là ou que ça ne sera pas le cas puis il faudra charger le prix du marché? C'est une autre question qu'on a. Oui. C'est pour ça que si, quand on parle de la trajectoire de développement du logement communautaire, puis en passant, ça me rappelle que sur le site du centre, il y a l'inventaire des ressources, Resource Inventory, qui met à votre disposition tout à fait gratuitement un nombre, là, j'ai arrêté de compter parce qu'on en a tellement, là, mais des guides, des ressources, des outils qui pourraient vous aider dans votre cheminement. Si c'est pour l'identification de ressources ou justement comment penser à un modèle de développement qui est financièrement viable. Donc, un modèle, en anglais, on appelle mixed income, par exemple, qui est un modèle où on a des logements offerts au prix du marché et on a des logements aussi, une portion qui est à prix sous le marché, donc logement abordable. C'est des modèles qui, économiquement, font plus de sens pour des nouvelles constructions. Et deuxièmement, on sait que par l'entremise de la recherche, mène à des résultats beaucoup plus, au point de vue social et économique, bien meilleurs que des modèles qui sont 100% qu'on appelle rent gear to income ou juste pour les familles défavorisées ou des ménages qui ont besoin de soutien. Donc, ça peut être des éléments là, qu'on pourrait discuter avec vous, mais je pourrais vous envoyer l'information de Carrie au Nouveau-Brunswick, qui est une chargée de projet là, pour le Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a peut-être des fonds au centre qui pourraient vous permettre d'embaucher un consultant avec lequel ou laquelle vous pourriez discuter justement de ces questions-là, de vous aider dans votre réflexion. Ça, c'est un des rôles du centre, là, c'est au niveau de la capacité organisationnelle, justement, de vous offrir des ressources pour vous aider. Alors, je ne peux pas vous promettre là, que vous auriez accès à du financement, mais au moins, ça vaut la peine de parler à Carrie, puis je vous enverrai l'information à la suite de... Oui, c'est intéressant. Entre-temps, je vais vérifier votre site. Je vais m'assurer du nom exact. C'est le Centre de transformation du logement communautaire. Oui, c'est ça. Et puis, c'est tout simplement centre.support au www. Vous n'avez pas besoin du W, là, mais si vous écrivez centre, centre.support, vous allez tomber sur notre site. C'est beau. Je vais juste, en terminant, merci beaucoup de vos commentaires, mais la dernière, ça, si vous avez demandé d'entrée de jeu, une petite faveur, là, ça serait de répondre. Puis là, je vais demander, je ne sais pas si Don, tu as un lien direct pour le sondage en français, mais ce qu'on aimerait, si vous voulez partager avec votre organisme le sondage, puis là, malheureusement, je sais qu'on approche les fêtes. C'est une période très occupée pour tout le monde, là, mais on espère au mieux possible d'avoir un plus grand nombre de sondages. Ce n'est pas très long. C'est vraiment pour merci pour mettre ça dans le chat, pour avoir une meilleure idée non seulement des besoins, mais avoir un meilleur profil de vos organisations qui nous permettra de façonner justement l'évaluation des modèles comme le fonds plancher, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. C'est vraiment pour nous, ce qui est nécessaire, c'est que vous soyez au courant que le centre et l'association provinciale au Nouveau-Brunswick et partout en Atlantique, on est en train de développer, en train d'étudier des modèles pour vous rendre la vie plus facile avec le financement de vos projets dans le futur. Et puis, pour faire ça, on a vraiment besoin de votre collaboration. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire de notre côté tout seul, mais on a besoin de l'information de vous. On a besoin de savoir si vous avez de l'intérêt. On a besoin de savoir s'il y a un besoin. Je pense que la réponse est claire là-dessus. On a besoin de mieux connaître votre situation
pour bien évaluer ces projets-là. Alors, autant que possible, on aimerait que vous remplissiez ce petit questionnaire avant le 27 décembre, puis ça va nous permettre, au retour des fêtes, de pouvoir faire le suivi avec vous. Puis il va y avoir aussi des tables rondes, des focus groups qui vont être organisées en janvier, février, et puis une étape de co-création, comme je l'avais mentionné, de solutions. Alors, on va faire le suivi avec vous, on va partager la présentation, aussi vous donner les contacts, on vous donnera tous le contact de Carrie Fleming, qui est notre chargée de projet au Nouveau-Brunswick, et elle pourra vous donner plus d'informations sur les ressources, puis comment le centre peut vous aider avec vos besoins actuels. Alors là-dessus, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai l'impression que ça fait 5 heures que je parle. J'espère que ma voix n'était pas trop tannante, mais j'apprécie beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et puis, si on ne se reparle pas, passez de joyeuses fêtes, puis j'espère qu'on va se rencontrer dans la nouvelle année. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci tout le monde.